Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un bon moment avec nous pour celles et ceux qui nous ont rejoints ce matin sur cette journée Paris Spring ici à Paris-Saclay, et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignaient en ligne, évidemment. On va parler effectivement d'un sujet, c'est pas vrai, je ne maîtrise pas vraiment le sujet de la médecine translationnelle, mais c'est une médecine à laquelle on a envie de s'intéresser aujourd'hui, puisqu'on parle d'innovation, from science to patient, de la science au patient, avec des liens évidemment dans les deux sens. C'est exactement de cela dont on va parler tout de suite sur une table ronde avec des invités que je vais appeler tour à tour et qui vont me rejoindre ici. Fabien Schmidlin, Global Head of Translational Medicine chez Servier, en charge de la médecine translationnelle au groupe Servier. Angelo Pacci, qui dirige l'unité de pharmacologie à l'Institut Gustave Roussy, spécialisé dans les cancers. Bertrand Joly, vous asseyez sur les tabourets, messieurs. On va juste corriger ça derrière vous. Je sais, ils sont très très beaux, ces fauteuils en impression 3D. Mais je vous propose les tabourets, parce qu'on est ensemble pour 30 minutes, vous serez quand même un petit peu plus à l'aise. Bienvenue à vous donc, Angelo. Également Bertrand Joly, Hospital Practitioner in Hematology and President of the Clinical Research Commission à l'hôpital Centre-Sud francilien, pardon. On va rappeler un petit peu en français votre titre. Et puis Cécile Martina. Bonjour Cécile. Vous êtes directeur à l'INSERM, à l'unité de l'INSERM. On va parler ensemble de médecine translationnelle également avec vous. Alors, la médecine translationnelle, je le disais, de la science aux patients. On avait envie de résumer un tout petit peu ce titre comme ça. Aujourd'hui, c'est une médecine en devenir. Pourquoi ? On va le voir ensemble, justement, avec des cas d'application. François Schmidlin, rebonjour à vous, bienvenue. Vous êtes, je le rappelle, responsable monde de la médecine translationnelle au sein du groupe Servier. Alors, on va dire quand même qu'il faut reposer la définition de la médecine translationnelle. Je vous laisse nous dire ce que c'est que cette nouvelle médecine. Alors, la médecine translationnelle fait le pont entre la recherche et le développement. La recherche, qui est la phase pendant laquelle on va chercher des nouvelles cibles thérapeutiques, mais également des candidats médicaments, et le développement où l'on va tester ces candidats médicaments chez le patient. Vous aurez compris que dans la médecine translationnelle, on va avoir aussi bien des chercheurs que des développeurs, des médecins, des cliniciens, et il est important que ces personnes travaillent ensemble et se passent la balle, à savoir la connaissance du développement et donc de la pathologie chez le patient, soit à sa naissance, soit au moment de l'échappement à un traitement, et de nourrir la recherche avec ses observations chez le patient. De l'autre côté, au moment de la recherche, il est important de transférer ces informations au moment où on va faire nos études cliniques, les premières études cliniques chez le patient. Le patient est au centre de tout ce qu'on fait, au début, pour la partie recherche, mais également dans un but ultime qui est le traitement du patient. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans cette définition pour arriver sur du concret. Donnez-nous des exemples, ce qu'on appelle des applications dans le jargon, mais en gros, ça ressemble à quoi concrètement ? Alors, la médecine translationnelle, son but est vraiment d'accélérer l'accès aux médicaments pour le patient, à savoir le passage de la recherche au développement. Alors, comment ? Comment, d'une part, en s'assurant du transfert d'informations dans les deux sens, du développement vers la recherche, du patient vers la recherche, mais également de la recherche vers le développement. Et pour ça, il va falloir prendre des décisions d'arrêt ou de poursuite d'un médicament basées sur des données. Ces données vont être des biomarqueurs, des marqueurs qu'on appelle biomarqueurs, et Angelo Pacci va certainement développer cette partie-là. Ces biomarqueurs nous permettent de sélectionner la première dose à administrer au patient, la dose active chez le patient, mais également de sélectionner une population de patients qui est plus à même à répondre au traitement. Et on va parler de plus en plus
de médecine personnalisée où l'on va traiter les patients qui ont le plus de chances de répondre à un traitement. Mmh. Sur les perspectives, elles sont les plus prometteuses. On parle notamment sur l'oncologie, le traitement des cancers. C'est ça qu'il faut attendre de la médecine translationnelle? Ce qu'on voit, et il y a un article qui est sorti très récemment, le nombre de médicaments en oncologie qui traitent des sous-populations de patients, et quand on parle de sous-population, ça peut être 1% d'un cancer comme le pancréas par exemple, le nombre de ces médicaments ces 3 ans a explosé. C'est vrai pour l'oncologie et ça sera vrai de plus en plus pour les autres pathologies, en neuro, en immuno-inflammation, où l'on va arriver à sélectionner les patients qui sont plus à même à répondre à un traitement. Il faut comprendre que chez les patients, au moment de l'échappement, la maladie n'est plus la même. On va chercher des marqueurs qui peuvent être des mutations géniques, qui peuvent être une surexpression d'une protéine, et ça va être le point de départ pour le développement d'un nouveau médicament qui va cibler une population bien précise qui a ce marqueur ou cette mutation. Dans la médecine translationnelle, on parle aussi de chaînes en fait, en continu, dans lesquelles on retrouve plusieurs acteurs, on va dire. Est-ce qu'on peut juste détailler un petit peu cette fameuse chaîne ensemble? Tout à fait. Vous l'aurez compris que la médecine translationnelle, on va avoir des chercheurs, on va avoir des développeurs et des médecins, on va avoir des cliniciens, des académiciens, et le plus important, c'est de les faire travailler ensemble. Je pense que ce qu'il faut, c'est que les personnes arrivent à parler le même langage pour le transfert de connaissances dans les deux sens. Angelo Pacci, bienvenue à vous. Vous êtes, je le rappelle, vous travaillez au sein de l'Institut Gustave Roussy, qui traite notamment beaucoup évidemment les cancers. Expliquez-nous pour vous le rôle de la médecine translationnelle justement au sein de l'Institut Gustave Roussy. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Alors, comme vous le savez, le centre Gustave Roussy est un centre de lutte contre le cancer, le premier en Europe et le 5e mondial. On est structuré avec une recherche fondamentale, bien sûr une recherche clinique, et une médecine translationnelle et une recherche translationnelle. La recherche fondamentale, elle est faite par des unités, INSERM et CNRS. On a une vingtaine d'unités INSERM et CNRS sur le site de Gustave Roussy, donc des chercheurs fondamentaux. Et puis, de l'autre côté de la rue, dans le bâtiment hôpital, qui fait 15 étages, que vous voyez près de l'autoroute A6, on a bien sûr des patients, de nombreux patients malheureusement, et puis des cliniciens qui, eux, vont faire de la recherche clinique. Alors bien sûr, traiter les patients, mais aussi évaluer des thérapeutiques qui sont en essai clinique. Et donc cette recherche clinique va évaluer des médicaments qui sont dans différentes phases de leur développement, de la phase 1 à la phase 3. On a par exemple un département d'innovation thérapeutique et essais précoces, le DITEP, qui s'occupe principalement des essais de phase précoce, donc phase 1 et phase 2. Et puis un département de médecine et un département de pédiatrie qui s'occupe des essais cliniques des phases plus tardives, phase 2 et phase 3. Et entre ces deux pôles de recherche fondamentale et de recherche clinique, on a la recherche translationnelle qui a été créée en 2005 par le professeur Gilles Vassal, qui a voulu une structure qui soit entre, et y compris physiquement au sein du site, entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Et cette recherche translationnelle permet des allers-retours entre les questions que se posent les cliniciens vers les chercheurs dans les unités INSERM ou CNRS, et puis de transférer le plus rapidement possible les découvertes des chercheurs vers la clinique. On parlait des biomarqueurs qui, je l'ai compris, sont un peu au cœur justement de cette, notamment un des grands enjeux de la médecine translationnelle. Vous qui représentez un hôpital, donc vous êtes du côté de la pratique concrète et au contact justement à la fois avec vos unités de recherche mais aussi des patients. Comment on peut, est-ce que vous pouvez nous redétailler la place, le rôle de ces biomarqueurs au quotidien à l'Institut Gustave Roussy?
Alors, Fabien Schmidlin en a un petit peu parlé. Un biomarqueur, en tout cas en oncologie, c'est une caractéristique biologique qui va être mesurable et qui va être quantifiable, qui va être mesurée par des techniques analytiques, par des techniques d'imagerie ou de radiologie, qui va être détectée dans les biopsies des tumeurs chez les patients, mais qui peut être aussi détectée dans les fluides biologiques. Et ce qu'on aime bien, c'est avoir un biomarqueur qui puisse être détecté au niveau sanguin. Donc, ce biomarqueur va permettre à la fois, Fabien l'a un petit peu dit, la sélection des patients dans une population pour un cancer donné, qui ont cette anomalie moléculaire, qui ont ce biomarqueur qui est le reflet de l'anomalie moléculaire. Il va permettre aussi le diagnostic avec un screening avant d'aller chercher une mutation génétique. Et ces biomarqueurs vont aussi être des biomarqueurs qui peuvent être pronostiques de la maladie, de l'état de la maladie, de l'état du patient. Et ce biomarqueur peut enfin être prédictif de la réponse au traitement, prédictif d'efficacité du traitement associé ou prédictif des toxicités, des éventuelles toxicités. D'accord, donc si je comprends bien, on va un cran plus loin par rapport à ce que on savait du diagnostic et des adaptations de traitement, donc la thérapie. Là, on va un cran plus loin avec les biomarqueurs. C'est quand vous parlez de prédiction, c'est que vous affinez en fait finalement le traitement adapté à chaque malade, à chaque cancer. Oui, le suivi du biomarqueur, une fois qu'on l'a détecté, que l'on a contribué au diagnostic, il peut permettre, dans certains cas, pas toujours, mais il peut permettre de suivre encore une fois, l'évolution de la maladie et puis de suivre l'efficacité du traitement, voire même les toxicités. Je reviens à vous, Fabien Schmidlin chez Servier. Qu'est-ce que ça amène à l'activité du groupe Servier? On le sait, vous développez des médicaments, vous contribuez évidemment à fournir des thérapies efficaces, notamment sur les maladies, évidemment. Qu'est-ce que la médecine translationnelle, l'émergence finalement de la prédiction dans la thérapie amène de nouveau pour vous? Encore une fois, je pense que la médecine translationnelle, et comme l'a dit Angelo, aujourd'hui, ça nous permet d'aller plus vite, de prendre des décisions pour les patients, pour arrêter un traitement ou ne pas continuer à développer une molécule, ou pour accélérer parce qu'on a la bonne dose. On parlait juste de biomarqueurs d'efficacité pour savoir si le patient répond ou pas, mais également la sélection de patients. J'en ai touché un mot juste tout à l'heure en parlant de médecine de précision ou médecine personnalisée. C'est quelque chose que l'on va avoir de plus en plus, que ce soit en oncologie ou dans d'autres indications. Si on prend un exemple concret, le cancer du sein, on parle de cancer du sein, mais aujourd'hui, c'est plusieurs types de cancers avec, comme le disait Angelo, des pronostics différents. Cancer du sein, ça va être triple négatif, hormonodépendant, HER2. Non seulement les pronostics sont différents et on peut catégoriser les différents cancers du sein avec des marqueurs, mais en plus, on a des médicaments qui vont être utilisés différemment en fonction de ces catégories de patientes. Par exemple, juste pour prendre l'exemple de HER2 positif, ça va être des patientes qui vont être traitées avec l'Herceptine. Alors, je parlais de l'hôpital de l'Institut Gustave Roussy, mais vous aussi, Bertrand Joly, vous représentez la pratique hospitalière au travers du centre hospitalier sud-francilien. Alors, la médecine translationnelle au sein de votre hôpital, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors, pour nous, je vais avoir une vision un petit peu plus large de la médecine translationnelle. L'essor des nouvelles technologies actuellement modifie énormément notre rapport médecin-malade, et notamment avec des attentes des patients différentes et des attentes des cliniciens aussi très différentes. La médecine translationnelle, notamment par le biais de la télémédecine, est un enjeu important, et au CHSF, on a déjà des expériences très avancées sur la gestion à domicile de patients en dialyse péritonéale ou le suivi des boucles fermées des patients diabétiques. Voilà. L'important, comme mes interlocuteurs en parlaient, c'est de mettre en relation
tous les acteurs de cette chaîne, que ce soit les chercheurs, les biotech et les médecins. Pour cela, on bénéficie en Essonne d'un plateau scientifique très important, Oui. notamment nous à Évry avec le Génopole, mais aussi avec l'AFM, avec le CNRGAS, l'Institut de séquençage, et avec ISTEM et bien d'autres. Et donc, ça fait des années qu'on essaye de créer un environnement favorable pour la coopération et apprendre aux différents acteurs à se comprendre. Voilà, c'est ce que le Génopole et l'hôpital sont en train de construire ensemble actuellement. Et j'imagine avec évidemment une participation active et proactive des patients. Rien ne se fait évidemment sans les patients, c'est important. C'est ça, oui. Le lien avec le patient, comme vous avez dit, il est bien au centre après de nos réflexions. Voilà. Vous parliez du Génopole, là, justement, c'est intéressant, on va peut-être s'arrêter deux minutes là-dessus. Vous lancez des appels à idées innovantes. Comment vous le faites et qu'est-ce que c'est exactement ? Justement, pour la mise en relation avec l'environnement scientifique, le Génopole propose depuis 2018 ces appels à idées innovantes qui s'adressent à tous les cliniciens, mais aussi au personnel paramédical de l'hôpital pour construire un projet. L'ADN de cette initiative est centré sur un accès très simplifié à cet appel à projet et puis un suivi et une réponse du Génopole que le projet soit retenu ou non. Depuis 2018, sur ces 4 années, il y a 56 projets qui ont été présentés, 2 tiers de médecins et 1 tiers des paramédicaux, dont sur les 56, 23 issus de la dernière édition 2021, ce qui montre le dynamisme de cette initiative. Oui, ça veut dire que ça répond bien en face. C'est pas si étonnant parce que le paramédical, le personnel soignant, qui aujourd'hui, évidemment, j'imagine, a envie de contribuer, ça transforme un peu leur métier aussi, c'est ça qui est positif. C'est ça, c'est vraiment quelque chose qui a eu un retour vraiment très positif de tout le personnel paramédical. Il y a eu 4 éditions, vous l'avez dit, de ces appels à idées. La dernière édition, le dernier lauréat, pour nous donner un petit peu plus d'idées. Éventuellement, ce que j'aurais voulu, c'est déjà vous présenter un peu les différentes thématiques, oui. Parce que c'est vraiment très hétérogène, avec des degrés de maturation aussi différentes. Mais ça va de la simulation par réalité virtuelle et aiguille haptique dans les abords anesthésiques, au développement de solutions informatiques pour réaliser des rééducations orthophoniques très précoces dans les aphasies post-AVC. C'est aussi la recherche de gènes de susceptibilité dans certaines pathologies, que ce soit le web carotidien en neurologie ou la neuroarthropathie de Charcot en diabétologie. Ça va aussi être pour optimiser l'analyse pharmaceutique des prescriptions hospitalières par intelligence artificielle ou le développement d'applications de relations entre médecins et paramédical et la famille en réanimation néonatale. C'est vraiment donc un profil très très varié. Donc là, vous allez chercher des compétences qui normalement ne relèvent pas de l'hospitalier traditionnellement, et vous élargissez un peu sur une open innovation en quelque sorte. La recherche, justement, fait appel au machine learning, à l'IA. Il y a de l'innovation dans la médecine translationnelle, évidemment, notamment par le traitement des données des patients. Vous en parliez tout à l'heure, Fabien. Est-ce que c'est quelque chose de régulier maintenant, utilisé tout le temps? C'est à mettre en place justement dans tous les hôpitaux. Ouais. Et c'est vrai que pour émettre des idées innovantes, il convient de pouvoir avoir véritablement le retour de toute notre pratique actuelle et de pouvoir utiliser toutes ces données cliniques, biologiques, radiologiques.
Pour cela, il faut collecter toutes ces données au sein d'entrepôts de données de santé. Et c'est ce que le Centre hospitalier sud-francilien essaye de monter actuellement. Ces entrepôts de données de santé doivent répondre à des enjeux de fiabilité, d'exhaustivité des données, mais aussi après de sécurisation et d'interopérabilité avec différents systèmes, différents entrepôts de données de santé. Juste pour terminer sur cette, parce qu'on l'a compris, on a compris ce qu'était la médecine transactionnelle, on a compris que c'était toute une chaîne de valeur assez nouvelle, avec des nouveaux entrants finalement, ce qui est très intéressant. Les technologies, les biotech sont au cœur de cette nouvelle médecine de précision. C'est pas un peu compliqué quand même de fédérer? Comment on fédère autant d'acteurs qui peut-être ne se parlent pas les mêmes langages? C'est là où je vous disais qu'il y a une motivation, que ce soit des chercheurs, des biotech, et que ce soit des patients et des cliniciens et du paramédical, pour justement utiliser ces nouveaux outils pour apporter des solutions importantes. Alors, de la médecine translationnelle à la médecine régénératrice, c'est de cela dont on va parler avec vous, Cécile Martina. Vous êtes la directrice scientifique de l'Institut, le nom m'échappe, puisque je ne l'ai plus. ISTEM. Voilà, exactement, ISTEM. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà votre Alors, institut, s'il vous ISTEM, plaît? on est voisin du CERN. CHSF. On est un institut qui a été créé en 2005. Alors, on parle de médecine translationnelle depuis maintenant plus de 15 minutes. Nous, on est vraiment sur l'aspect plutôt recherche translationnelle qui vise des maladies génétiques rares. Et l'objectif est de développer des nouvelles stratégies thérapeutiques innovantes en utilisant des cellules souches. Alors, pas n'importe quel type de cellules souches, je n'irai peut-être pas forcément dans tout le détail, on utilise ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des cellules souches pluripotentes. Ce sont des cellules, en fait, à partir d'une prise de sang d'un patient. On peut rajeunir ces cellules et ensuite, on va pouvoir, comme une recette de cuisine, les transformer en neurones, en cellules cardiaques, en cellules musculaires. Et l'idée, c'est de pouvoir les réinjecter aux patients. Donc, on en revient à la notion de médecine personnalisée. Donc, ISTEM a été créé en 2005 par Marc Péchanski pour vraiment répondre à ce besoin qui était de développer de nouveaux thérapeutiques pour cette liste extrêmement croissante et impressionnante de maladies génétiques. Alors, on n'a pas la prétention de viser les plus de 7000 maladies génétiques qui existent, mais on cible certaines maladies neuromusculaires, certaines rétinopathies d'origine génétique, des génodermatoses, donc des maladies en fait de la peau. Et l'idée, c'est vraiment de créer de nouveaux médicaments en utilisant ces cellules souches. Vous parlez notamment de cellules pluripotentes. Alors, on va apprendre des choses ensemble. Qu'est-ce que c'est, les cellules pluripotentes? C'est le Graal de la cellule souche. Alors, une cellule pluripotente, par définition, elle est capable de se multiplier à l'infini. Et elle est capable de donner naissance à tous les types cellulaires que forme un organisme. Moi, j'ai tendance, en tant que maman, à comparer ça en fait avec des pâtes. Souvent, le soir, on se retrouve face à nos enfants et on ne sait pas quoi leur donner. On peut faire des spaghettis, on peut faire des coquillettes, on peut mettre de la sauce tomate. C'est exactement la même chose. Les cellules souches pluripotentes, on peut les transformer à façon, à nouveau, en ce qu'on veut. La source physiologique des cellules souches, c'est les cellules souches embryonnaires humaines. Donc ça, je ne sais pas si on aura le temps de traiter ce sujet, mais c'est vrai que ça soulève énormément de questions éthiques, ça soulève un cadre légal avec lequel travailler. Et puis, comme je vous le disais, on peut également partir, maintenant, il y a une équipe japonaise qui a montré ça en 2012, l'équipe du professeur Yamanaka, qui a eu le prix Nobel pour ses travaux, où à partir d'un tube de sang, on a juste besoin de 5 ml de sang d'un patient, on peut rajeunir ces cellules de sang dans ces cellules souches pluripotentes. Alors, on pourrait même imaginer, pour de la médecine personnalisée, congeler les cellules du patient et si un jour il en a besoin, hop, on repart en fait de ces cellules. Alors, en quoi c'est intéressant, les fameuses cellules pluripotentes? On comprend bien les potentiels, hein, mais si on se projette sur un cas d'usage, entre guillemets, qu'est-ce que c'est? Alors, le cas d'usage que nous, on a actuellement développé au laboratoire, c'est la création d'un patch cellulaire qui à la taille d'une carte SIM, de la carte SIM de votre téléphone. Donc, on part de cellules souches pluripotentes humaines, on les convertit dans des cellules de la rétine, on les dispose en fait pour que vraiment ça ressemble à une carte SIM, et cette carte SIM, on va la greffer. Alors ça, c'est quelque chose qui est fait en collaboration avec l'hôpital des 15-20. Elle va être insérée en fait à l'arrière de l'œil des patients atteints de rétinite pigmentaire, et l'idée, c'est de pouvoir
réapporter en fait les cellules qui dégénèrent dans le cadre de ces pathologies. Alors, si on doit faire le lien avec la thématique, la médecine translationnelle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre entre ce que vous venez de décrire, dont on voit bien tous les potentiels, c'est assez formidable. Comment on peut relier le sujet à la médecine translationnelle? C'est l'intervention finalement de nouvelles techniques, nouvelles innovations? J'aurais tendance à associer ça avec des mots-clés, c'est l'innovation. Oui. C'est sur des produits de thérapie cellulaire innovants. Alors, là, j'ai vraiment mis l'accent sur ces produits de thérapie cellulaire, mais on a eu des discussions avec la pharmaco. On peut imaginer aussi, et c'est quelque chose que nous on fait au laboratoire, partir de ces cellules de patients, les transformer, je vais vous donner un autre exemple plus concret, les transformer dans des neurones, parce que ces patients sont atteints d'un syndrome neurologique, et identifier des nouveaux médicaments qui permettrait de peut-être mieux traiter ces patients. Donc, on rentre vraiment dans le cadre de cette médecine personnalisée et d'aller beaucoup plus vite chez le patient. À nouveau, c'est ça, c'est essayer d'aller beaucoup plus rapidement chez le patient. Et l'avantage, en fait, de ces cellules, c'est qu'on peut créer des banques. Donc, on peut les produire, on peut produire des millions, des milliards de cellules, on les met à moins 80 ou dans de l'azote liquide, et dès qu'un patient en aura besoin, on ira chercher un tube. Alors évidemment, la partie médicaments est importante puisque vous expliquez qu'à partir de la recherche cellulaire, quelque part, notamment les souches, vous en avez parlé, là on va effectivement pouvoir imaginer des nouvelles molécules qui sont, elles, thérapeutiques, j'imagine. Tout à fait. En fait, c'est vraiment l'idée d'identifier, alors soit de transformer ces cellules en un produit thérapeutique ou alors de les utiliser pour identifier des nouveaux médicaments. Et on peut même utiliser, nous c'est ce qu'on a fait à ISTEM il n'y a pas très longtemps, c'est on peut essayer d'utiliser des médicaments qui sont déjà sur le marché, les tester sur les cellules de patients que l'on a et faire ce qu'on appelle du repositionnement, c'est-à-dire pouvoir les remettre à des indications pour lesquelles on n'avait peut-être pas idée qu'elles pouvaient quand même marcher. Et ça permet d'aller beaucoup plus rapidement chez le patient. On n'aura malheureusement pas le temps de poursuivre plus longuement, mais en tout cas, je vous invite à vraiment, je ne sais pas, en tout cas, écouter peut-être différentes autres interventions. Un grand merci pour cette passionnante discussion. J'espère que vous avez appris des choses, moi plein, en tout cas beaucoup. On va les applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous pour ces espoirs que vous nous avez donnés sur la médecine d'aujourd'hui et de demain. Tout autre sujet maintenant avec mon ami Alexandre est tout aussi passionnant, c'est le New Space. L'espace est en train de vivre une conquête inédite, enfin inédite, en tout cas une deuxième partie de cette conquête spatiale. Il va accueillir de nouveaux invités sur ce plateau. C'est tout de suite avec Alexandre sur le New Space.